Vous écoutez une formation de GRCF. Dans le cycle sur l'Ukraine, les raisons de l'impasse actuelle, de l'Empire russe à nos jours, retour sur la formation historique de l'Ukraine par Boris Differ. Tout d'abord, je veux dire que je remercie pour cette invitation. Je pense que c'est un thème qui nous intéresse tous et sur lequel on veut tous apprendre, surtout dans l'actualité, avec le conflit qui est en cours depuis, on va dire l'intervention russe, déjà depuis 2014 pour être précis, l'intervention russe depuis le mois dernier, le mois de février. Surtout qu'on ne sait pas encore comment ça va terminer. Il y a beaucoup de possibilités. Surtout quand on voit les différents éléments du discours, que ce soit du côté ukrainien, russe ou de l'OTAN, il y a beaucoup de possibilités. Donc moi j'ai essayé de remonter un petit peu, comme on m'a demandé, faire un peu une séquence historique des antécédents de la formation de l'Ukraine. C'était marqué de l'Empire russe jusqu'à nos jours. J'ai un petit peu triché, j'ai surmonté un peu plus loin, mais ça me paraissait important, en tout cas de revenir jusqu'à ce qu'était le russe de Kiev, ou tout du moins de le mentionner. Donc voilà, ça c'est des choix que j'ai fait, qui me semblaient importants pour avoir une cohérence, en tout cas dans la compréhension de la formation de l'Ukraine. Évidemment, comme le temps est limité, on peut pas tout aborder ni rentrer dans les détails de tout ce qui s'est passé. C'est très vaste comme période, et bien sûr, j'ai été obligé de faire des choix de plus ou moins limiter ou réduire certains moments pour essayer de conserver quand même la continuité depuis cette formation originale un peu de l'Ukraine jusqu'à nos jours, pour surtout souligner en fait les principales problématiques qui se sont générées sur ce territoire depuis un certain temps. Donc j'espère que ça viendra apporter quelques éléments de compréhension sur le conflit actuel. Donc pour ceux qui verront, tant mieux. Pour les autres, je partagerai à la fin. Vous pourrez revoir ce que je commente. Moi, quand j'ai fait quelques recherches pour retrouver un petit peu les éléments sur cette question donc de la formation de l'Ukraine, je suis remonté un petit peu depuis les origines, parce que c'était pour vraiment avoir une idée, surtout que dans l'actualité, les États russes et ukrainiens ont un affrontement qui est à tous les niveaux, y compris au niveau des sources historiques, puisque notamment le nationalisme ukrainien va revendiquer que il y a une existence qui serait totalement indépendante et qui n'aurait rien à voir avec la Russie, ou une prééminence même de l'Ukraine sur la Russie. Donc justement, c'est là où vient cette histoire donc du russe de Kiev, qui est donc on va dire les premiers antécédents de la formation d'un État qui se revendiquait, en tout cas qui revendiquait Kiev et ainsi que l'appellation de russe, même si à l'époque c'était une appellation qui avait été plutôt attribuée par les Byzantins, en tout cas par la voie des sources byzantines. C'est le problème aussi avec les sources historiques, surtout à cette époque-là, elles sont assez limitées. La seule source historique qu'on a, c'est la chronique du temps passé, écrite par un moine, Nestor, il me semble, donc qui était évangélisé, qui avait été évangélisé à la foi orthodoxe. Donc évidemment que ça a des limites, mais c'est une des sources historiques les principales qui sont reconnues pour se référer à cette époque-là. Donc on mentionne, pour ceux qui peuvent le voir, j'ai mis une image, une carte qui symbolise ce russe de Kiev. La formation de ce russe de Kiev, déjà ça commence pas à Kiev. C'est donc un rassemblement, une fédération entre guillemets de principautés russes de l'Est, des Russes, des Slaves de l'Est, qui va se constituer un petit peu sous les conquêtes donc du dynastie scandinave, des Vikings, puisque en plein 9e siècle, on est en pleine invasion viking un peu partout dans l'Europe. Peut-être qu'il y en a qui ont vu la série
la série du même nom, qui se centre un peu plus sur les événements dans le royaume des Francs et en Angleterre. Mais bon, à l'est de l'Europe, il y a aussi des invasions vikings, et donc c'est un groupe de ces vikings qui va prendre la tête principauté russe du Nord, hein, notamment la zone de Novgorod, et qui petit à petit va rassembler donc une fédération de ces principautés et va s'installer à Kiev, va prendre Kiev pour capitale donc de cette fédération. Donc c'est pas vraiment un empire parce que il n'y a pas vraiment de centralisation. Hein, c'est pratiquement cette dynastie des Yurikides vont vont se dispatcher un petit peu, se distribuer les principales villes et pour maintenir un peu une cohésion, hein, mais il va jamais y avoir vraiment de centralisation. Et ils vont assurer le contrôle un peu du commerce entre le monde scandinave et méditerranéen. Donc suite à des affrontements avec l'Empire byzantin, qui était quand même la grande puissance de l'époque au niveau de la Méditerranée, ils vont finir par s'allier. Une alliance donc où les Byzantins vont les charger de défendre un peu le commerce entre le monde scandinave et méditerranéen des invasions, des attaques des hordes turques hein, d'Asie centrale. Donc on peut le voir un peu sur la carte, hein, cette formation de fédération, on voit que ça recoupe à peu près la majorité de ce qui est le territoire de l'Ukraine aujourd'hui, sauf un petit peu le sud et l'est, hein, qui étaient occupés par des peuplades, des peuples turcs. Donc ça, c'est une division qui va revenir déjà à ce moment-là hein, entre les populations slaves et ces populations turques qui vont s'affronter. Enfin, il va y avoir des moments d'affrontement et aussi d'alliance. Et c'est à ce moment-là aussi que ce Russe de Kiev va se rapprocher culturellement de l'Empire byzantin, va s'évangéliser à la foi byzantine, va reprendre un peu tous ces éléments de la culture byzantine, donc romaine, et en même temps va essayer d'établir un empire. Hein. Donc au moment du schisme de l'Église entre l'Église orthodoxe et catholique, hein, ils vont rester du côté des Byzantins, ils vont rester loyaux aux Byzantins, contrairement aux Polonais ou aux Slovaques qui vont passer du côté des catholiques. Ce qui explique plus tard la division entre orthodoxes et catholiques dans cette région-là. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que la symbologie de ce Russe de Kiev, en tout cas de la dynastie scandinave, hein, elle utilisait le fameux symbole du trident. Alors j'ai mis une petite reproduction graphique d'une monnaie qui était utilisée. Donc on voit que ce symbole a été repris plus tard par le nationalisme ukrainien pour revendiquer donc son origine de cette principauté de Kiev. Mais voilà, il faut bien comprendre que c'est une fédération où il y a des villes. Hein. Kiev, c'est la capitale pendant un moment, mais après ça change. Ça va passer à Vladimir Souzdal, ensuite un peu plus dans le nord. Vers le XIIIe siècle, entre le XIIe et le XIIIe siècle, le Russe de Kiev s'affaiblit, il va se diviser, il va y avoir des guerres intestines entre les différentes principautés. Hein. Il n'y a plus vraiment d'union qui tienne. Puis il va y avoir les invasions mongoles hein, qui vont occuper une grosse partie de l'Ukraine à ce moment-là. Donc on peut dire que c'est un peu la première trace d'un État à Kiev et aussi dans le reste de la Russie. Donc c'est une origine commune pour les États contemporains russes, biélorusses et ukrainiens. Mais bon, évidemment, ça ne les départage pas, hein, puisqu'à l'époque on peut pas parler de nation, hein, ce serait un terme anachronique. C'était des principautés qui se rassemblaient donc selon ce qui est communément admis, qui se rassemblaient autour d'une culture commune, qui était donc le vieux russe ou le vieux slave de l'Est. Donc ça, c'est ce qui est communément admis, mais qui va être remis en question, notamment par le nationalisme ukrainien. Évidemment, on comprend pourquoi, puisque assumer cette union commune, en tout cas entre tous ces peuples russes hein, de l'Est, toutes ces principautés russes, ça donnerait une certaine légitimité donc à la Russie en tant que projet politique de rassemblement de tous les Slaves de l'Est, de tous les Russes. Or, le nationalisme ukrainien va justifier que en fait non, il n'y a pas de langue commune. Hein. Bon là, sur ce schéma, on voit un petit peu ce qui est classiquement admis en termes de linguistique.
Donc on voit que le vieux russe serait, ou le vieux slave de l'Est serait en tout cas l'origine commune des différents langages, des différentes langues modernes, hein, russe, biélorusse, ukrainien. Mais il va y avoir des remises en cause donc de ce qui est communément admis, notamment par certains linguistes évidemment ukrainiens. Alors là, j'ai commis un peu l'hérésie de mettre un pavé de texte, mais bon, c'est parce que ça fait référence un peu à tous ces débats, hein, c'est plus pour avoir les informations à ce sujet. Donc sans non plus rentrer trop loin dans les détails, hein, mais il y a effectivement une remise en cause de ce postulat. Certains linguistes russes d'ailleurs doutent qu'il y avait une seule langue véritablement commune, hein, qu'en fait il y en avait plusieurs, que c'était assez divisé, que la langue russe serait venue plutôt comme un projet plus tard politique et culturel pour essayer d'unifier un petit peu tous ces peuples russes de l'Est, tous ces peuples slaves de l'Est. Donc ça, c'est ce que soutient ce Andrei Salizniak. Après, il y a d'autres versions. On a notamment les nationalistes ukrainiens, hein, comme Stepan Smalstotsky. Alors lui, ça date du 19e, début 20e siècle, qui rejette l'idée qu'il y aurait une vieille langue commune et que toutes les langues modernes slaves auraient évolué séparément, progressivement, sans étape intermédiaire. Donc voilà, il n'y aurait pas de rapprochement possible entre le russe et l'ukrainien et le biélorusse. Bon, évidemment, ça a une connotation politique, hein, et c'est défendu actuellement par ceux qui soutiennent le régime de Kiev, ou en tout cas en général le nationalisme ukrainien dans ses différentes expressions. En tout cas, ce qui est établi, c'est que suite à on pourrait dire la disparition du russe de Kiev, en tout cas sa division, ce qui sont aujourd'hui les territoires ukrainiens vont être occupés en partie par l'Est et le Sud surtout par les hordes mongoles, hein, précisément les Tatars qui vont s'y installer, et l'Ouest va être récupéré par la Lituanie et la Pologne, hein, et donc il va y avoir une influence culturelle polonaise à l'ouest de l'Ukraine, comme on va voir ça un petit peu plus en avant, qui va donc poloniser culturellement toute cette région occidentale de l'Ukraine, hein, qui va donc s'éloigner de la tradition est-slave, hein, russe, qui va se maintenir dans l'est de l'Ukraine. Donc ça, c'est très important puisqu'on voit qu'il y a donc dès cette époque-là, dès le XIIIe, XIVe siècle, il y a une division de l'Ukraine, hein, culturellement entre d'un côté la tradition à l'est de l'Ukraine qui reste, qui s'inscrit toujours dans ce vieux russe, et à l'ouest le ruthène, hein, qui va se rapprocher beaucoup plus du polonais, hein, notamment lors des conversions au catholicisme, une adoption, on va même essayer d'adopter l'alphabet latin. Donc ça explique aussi, en tout cas ça peut expliquer pourquoi il y a une très vieille division de l'Ukraine, ce qui correspond au territoire de l'Ukraine aujourd'hui, puisqu'évidemment à l'époque ça n'existait pas, entre deux traditions culturelles et littéraires, hein, différentes. Donc on va revenir un peu plus en détail là-dessus. Bon, évidemment, pour les besoins et au niveau du temps, hein, on est obligé de faire un petit saut dans le temps, mais puisque je me suis permis un petit peu cette liberté de parler de ça, parce que ça me paraissait important pour mettre en place ces éléments donc de la formation de l'Ukraine, hein, mais ensuite, pour arriver directement à l'Empire russe, il faudra arriver au XVIIe, XVIIIe siècle, mais il y a beaucoup de choses qui se passent entre-temps. Hein, je vais essayer de résumer ça pour les besoins d'aujourd'hui. Mais comme je le dis, hein, le russe de Kiev ne reste pas longtemps à Kiev, puisque il y a une décadence. La dynastie scandinave finalement est renversée en partie, en tout cas elle se divise. La fameuse horde d'or, hein, les Tatars vont envahir la région et Kiev va être complètement saccagée et pillée, donc elle va pratiquement être abandonnée. Et on va dire que c'est vraiment les principautés slaves russes du nord qui vont se développer beaucoup plus, là où le sud, hein, va souffrir très largement donc des conflits.
de l'invasion mongole. Là où par exemple le Nord va plutôt choisir de payer un tribut pour pas affronter les Mongols parce qu'ils n'ont pas la capacité, puis les Mongols non plus ça les arrange parce que c'est quand même un territoire très vaste et ils n'ont pas non plus forcément le besoin d'aller aussi loin. Donc il y a des accords qui vont se faire, mais globalement, ce qui est aujourd'hui l'Ukraine est plus ou moins dévasté. Le sud et l'est est colonisé par les Tatars qui vont s'installer dans cette région parce que c'est une région qui est surtout de steppe, en tout cas qui correspond bien au milieu qu'eux-mêmes ils connaissent déjà en Asie centrale, donc ça leur convient mieux, donc ils vont pas aller plus loin. Et l'ouest de l'Ukraine, l'Occident de ce qui était la principauté de Kiev, va passer aux mains de la Pologne et de la Lituanie progressivement au XIVe, XVe siècle. Donc cette fameuse province de la Galicie-Volhynie, dont on entend souvent parler, notamment aujourd'hui en tant que principale base de soutien au néonazisme ukrainien, effectivement, c'est ce territoire-là qui passe entre les mains polonaises et lituaniennes qui vont se le partager jusqu'à ce que la Pologne-Lituanie fusionne en un seul État, la République des deux nations. Donc. Mais tous ces territoires, en gros, vont passer sous la main de cette puissance-là. Donc on va avoir une division de l'Ukraine entre des territoires qui sont un peu abandonnés, des territoires colonisés par les Mongols et l'Occident, l'extrême ouest de l'Ukraine qui est donc sous le contrôle polonais, qu'on n'avait pas vraiment de carte qui permettait de montrer ça, enfin en tout cas précisément. J'ai pu retrouver ça pour essayer de l'illustrer un petit peu pour ceux qui peuvent voir. On le voit, voilà, que l'ouest de l'Ukraine est occupé par la Pologne-Lituanie. Et ce qui est important de préciser, c'est que petit à petit, ils vont prendre la majorité de l'Ukraine. Ils vont repousser les Mongols, les Tatars. Mais ils vont avoir des problèmes parce que cette polonisation donc des populations de la principauté de Kiev, enfin de l'ancien russe de Kiev, va pas forcément bien se passer. Il y en a beaucoup qui vont rejeter la culture polonaise, notamment il va y avoir un certain nombre d'exactions et de pillages commis de villes sur le territoire ukrainien. Donc tout ça, ça va mener à ce qui est plutôt connu comme la formation de l'État cosaque, l'Hetmanat des Cosaques, qui est en soi un peu une sorte de révolution un peu paysanne, anti-féodale. Donc ça s'inscrit aussi dans le cadre des mouvements des révolutions paysannes dont parle Friedrich Engels dans la fameuse guerre des paysans. C'est là aussi il se rend compte de l'importance de la classe paysanne dans la lutte des classes sous l'Ancien Régime, pas seulement de la bourgeoisie. Donc c'est là où on va voir la formation d'un État cosaque dans le centre de l'Ukraine. Bon là j'ai mis une carte qui montre un petit peu ces divisions à un moment donné au XVIe siècle, mais ça va bouger constamment, c'est pas non plus extrêmement précis. Donc on a même une division tripartite de l'Ukraine entre une occupation polonaise, cet État cosaque qui d'une certaine manière va revendiquer être un territoire libre des Ukrainiens. Donc ce terme d'Ukrainien, il y a aussi un débat sur à partir de quand il commence à être utilisé. Certains disent que approximativement dès la fin du russe de Kiev, on va parler d'Ukraine en tant que frontière, territoire un petit peu en dispute, une marche en quelque sorte de la Russie. D'autres disent que cette appellation vient plus tard, au XVe ou XVIe siècle, quand la Russie en tant qu'État qui s'est formée va essayer de prendre l'Ukraine, donc un petit peu plus tard. Là à ce niveau-là, moi je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste non plus sur ces questions-là pour pouvoir trancher. Mais évidemment que il y a des intérêts politiques aussi dans ces débats-là historiques et linguistiques, comme on peut le voir. Dans tous les cas, on va dire que les Cosaques vont avoir tendance à naturellement se rapprocher de la Russie, qui entre-temps s'est formée. Peut-être que je peux sauter un petit peu une autre carte.
Voyons voir. Ça, c'est une carte du XVIIe siècle, mais pas forcément très précise. Mais bon, on voit que la République des deux nations, donc la Pologne-Lituanie, hein, c'est une alliance entre les deux monarchies, occupe la majorité de l'Ukraine, alors que le reste des principautés russes va s'unifier progressivement sous les mains de la Moscovie. Peut-être que je peux mettre cette carte, elle est un peu plus précise hein, sur la formation de la Russie, parce que bon, si on parle de l'Ukraine, il faut quand même un peu parler de la Russie aussi. On est obligé. Donc voilà, hein, dès le XVe siècle, on va dire que la Moscovie, en tout cas la principauté de Moscou, va s'imposer sur les principautés du Nord pour les unifier. Hein, et donc ce projet donc politique de Russie hein, vise à rassembler tous les peuples russes, donc en se référant justement à cette symbolique du russe de Kiev, hein, puisqu'on avait cette idée que voilà les peuples slaves de l'Est devaient être rassemblés dans un seul État, être unifiés pour pouvoir faire face donc aux autres puissances, que ça soit d'un côté à l'Est les hordes des steppes d'Asie centrale qui entre-temps se sont convertis à l'islam, hein, les Tatars ils se convertissent à l'islam, et de l'autre côté la Pologne-Lituanie qui représente un petit peu donc le monde chrétien catholique occidental hein, qui est étranger pour les Russes et qui d'ailleurs n'est pas ami hein, puisque le tsarat de Russie lorsqu'il se forme, hein, il y a cette ambition d'être un peu dans la continuité des Byzantins et il y a une hostilité franche vis-à-vis des catholiques hein, puisqu'ils avaient au XIIIe siècle, hein, une des dernières croisades, ils avaient saccagé Constantinople. Lorsque l'Empire ottoman prend les restes de l'Empire byzantin et prend Constantinople, d'une certaine manière, la Russie va revendiquer être un peu la continuatrice de l'Église orthodoxe, hein, et donc à la fois de la religion de l'Église orthodoxe, mais aussi de la culture un peu romaine, hein, d'où l'appellation de tsara. Enfin, on sait que le mot de tsar, c'est une contraction de César, hein, César Augustus, donc le titre de l'empereur romain. Donc il y a une volonté de donner une continuité à tout ça, de représenter la foi orthodoxe et lorsque cet état tsariste hein, se forme russe, il va avoir cette ambition-là, en tout cas d'être le défenseur de la foi orthodoxe face aux catholiques et face aux musulmans, et à la fois aussi celui qui va rassembler les peuples russes. Ce qui explique donc la volonté d'expansion, notamment en Ukraine, mais qui va pas être facile pour l'État russe, hein, parce que c'est un territoire donc frontalier qui est très disputé, très divisé, comme on le voit. Donc ça, c'est pratiquement une constante, hein, finalement, cette division. Donc bon, là, sur cette carte, on voit un peu l'expansion de la Russie, hein, donc on voit que c'est réellement, c'est très tardivement, à partir de la fin du XVIIIe siècle, seconde moitié du XVIIIe siècle, que territoires de l'Ukraine hein, vont complètement être sous domination donc de l'État russe. Ça va leur prendre longtemps, surtout parce qu'ils sont dans un affrontement avec la Pologne-Lituanie, qui est quand même une grande puissance à l'époque. Hein, si on revient sur la carte du XVIIe siècle, vous pouvez voir que la Pologne-Lituanie occupe quand même un très grand espace, et c'est un des principaux adversaires de l'État russe à ce moment-là. Donc on sait qu'on a beaucoup de références hein, à ce niveau-là. Il y a aussi beaucoup de débats hein, sur la formation de la Russie. Hein. Certains disent que, d'une certaine manière, ils ont été favorisés par les Mongols, qui auraient soutenu les principautés russes contre les invasions polonaises et teutoniques, hein, notamment avec l'épisode d'Alexandre Nevsky. Bon, ça fait partie de certains détails. Hein, on ne va pas non plus rentrer là-dedans. Pour poursuivre un petit peu là, donc sur cette progressive conquête et intégration donc de ces territoires ukrainiens dans la Russie, dans l'État russe, hein, ça va se passer en plusieurs séquences. Donc on a un des éléments fondamentaux, c'est ce qu'on appelle le traité de Pereyaslav, hein, conclu en 1654
dans la ville du même nom. Donc c'est à ce moment-là que les Cosaques, l'État cosaque, le Hetmana cosaque, va faire une alliance avec la Russie en échange d'une protection des Russes face aux exactions polonaises. Donc à partir de ce moment-là, la Russie va occuper tout le nord-est de ce qui est aujourd'hui l'Ukraine, donc rive droite du Dniepr, et la rive gauche va rester entre les mains des Polonais. Il va y avoir plusieurs traités à ce niveau-là, plusieurs négociations faites entre les Russes et les Polonais, mais bon, c'est un petit peu une dialectique entre négociation et puis affrontement. Les Russes vont constamment essayer de disputer cette zone-là aux Polonais. Et les Cosaques, d'une certaine manière, vont être pris entre deux feux. Donc certains vont s'allier à la Pologne, d'autres à la Russie, d'autres vont changer de camp. Donc on a vraiment eu une période assez troublée, puisque l'aspiration de cet État cosaque était de maintenir cette idée donc d'un territoire libre, donc libre de toute puissance étrangère, mais finalement ça va pas être possible puisqu'entre la Pologne et la Russie et les Tatars, ils se retrouvent un petit peu obligés de choisir un camp. Alors ce traité est important parce que plus tard, vous voyez, c'est 54, il va avoir de l'importance plus tard au XXe siècle, à l'époque soviétique, à propos notamment de l'épisode de la Crimée. Mais en tout cas, à ce moment-là, ça marque une alliance entre les Cosaques et l'État russe, et une présence russe sur les territoires rive. Alors là, ça dit rive gauche du Dniepr, mais enfin c'est la partie orientale de l'Ukraine, c'est le nord-est de l'Ukraine. Donc comme je le disais, ça je l'ai mis en note, mais pour la Russie, c'est une ambition de rassembler tous les territoires du russe de Kiev sous son contrôle. C'est d'ailleurs justement à ce moment-là qu'on marque le pas entre le Tsarat et l'Empire. L'Empire, c'est vraiment le moment où l'État russe se proclame avoir rassemblé tous les territoires russes. Donc le Tsar devient l'empereur de tous les Russes. Alors, il y a une petite erreur, je crois, mais c'est dans l'investiture, en tout cas dans les titres qui sont portés par l'empereur russe. On mentionne bien cet empereur de toutes les Russies. Alors peut-être ceux qui ont vu le film de Ivan le Terrible d'Eisenstein, c'est un peu la séquence où se produit cette centralisation, cette formation de l'Empire russe. Et c'est aussi le moment où la Russie va vraiment commencer à prendre pied sur l'Ukraine et donc marquer cette ambition donc, de rassembler tous les Russes. Entre parenthèses, supposément que contrairement à ce qui est communément admis, l'intention d'Eisenstein était de rendre hommage à Staline, qui se trouvait lui-même dans une guerre un petit peu de centralisation face aux bureaucrates régionaux de la Russie soviétique. Et apparemment, c'était un hommage rendu à la lutte menée par Staline pour essayer de lui-même centraliser l'État soviétique, donc en faisant référence à ce personnage d'Ivan le Terrible, qui avait centralisé par la force l'État russe et qui avait limité les pouvoirs de la noblesse féodale, des boyards, ce qui marque aussi le pas de la transition de l'État russe d'un État féodal, d'une monarchie féodale, à une monarchie moderne absolue. Et à ce niveau-là, les Russes vont aussi s'inspirer sur le modèle français. En tout cas, on sait qu'à l'époque de Pierre le Grand, il va beaucoup s'inspirer sur la monarchie de Louis XIV. Donc chercher cette centralisation et une alliance avec les élites marchandes contre la noblesse. Bon, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué sur un territoire aussi grand, mais petit à petit, ça va se faire sous les différents empereurs russes, notamment sous la fameuse Catherine II, qui était l'égérie un petit peu de Voltaire. Mais bon, passons. Donc voilà un petit peu pour ces éléments-là. Donc il faut bien penser que l'intégration de l'Ukraine, en tout cas des territoires ukrainiens dans l'État russe, va se faire progressivement tout au long du XVIIe et XVIIIe siècle. Et il faut vraiment atteindre la fin du XVIIIe siècle pour que l'Ukraine soit pratiquement complètement intégrée dans la Russie.
Mais apparemment, ce qu'on sait, c'est que du point de vue de la Russie, on va avoir tendance à appeler plutôt les territoires ukrainiens la petite Russie, ce qui est logique pour revendiquer son intégration dans l'État russe. Soit dit en passant, ils ont sorti un article sur Hérodote là récemment sur ça. Je pense que ça sort très convenablement à un moment donné du conflit en Ukraine pour soutenir délibérément le nationalisme ukrainien. Mais donc effectivement, l'appellation Ukraine, elle est disputée entre Petite Russie et Ukraine, qui correspond donc. Donc là, j'ai mis une carte qui correspondrait donc plus ou moins au territoire du nord un peu et de l'ouest de l'Ukraine. L'extrême occident de l'Ukraine étant sous occupation autrichienne, en tout cas de l'Empire autrichien ou austro-hongrois. Donc petit à petit, l'Empire russe va démembrer la Pologne et va annexer la plupart de ses territoires, dont ce qui est aujourd'hui l'Ukraine et la Biélorussie. Et il va y avoir une russisation de ces territoires, mais d'une certaine manière, la plupart des populations locales semblaient plus proches culturellement de cette culture russe, en tout cas de l'État russe officiel, que de la culture polonaise. Même s'il va y avoir des conflits. En tout cas, les zones qui vont être les plus sous influence polonaise, comme on l'a mentionné, c'est l'ouest de l'Ukraine. Et sans surprise, c'est aussi là que va se donner un petit peu en tout cas que va se construire en premier la revendication d'une nation ukrainienne ou du nationalisme ukrainien plus tard au XIXe siècle. Donc ça, c'est des éléments qui s'imbriquent, on voit, mais j'essaye de les mentionner pour que c'est de la cohérence. J'ai bien conscience que c'est pas évident parce que c'est quand même une très longue séquence historique. J'espère ne pas avoir endormi certains avec ce long monologue. Donc si je parle de Petite Russie, vous voyez sur la carte, tout le sud de l'Ukraine actuelle n'y est pas intégré. Pourquoi? Parce que ça fait toujours partie du Khanat de Crimée, musulman, qui est un protectorat de l'Empire ottoman, qui est un grand ennemi de la Russie, un des principaux antagonistes de la Russie avec la Pologne. Et donc petit à petit, la Russie va chercher à reprendre toutes ces terres qui donc ont été colonisées pendant très longtemps par ces peuples turco-mongols, et qui vont avoir un mode de vie plus nomade. Donc ça va donner un petit peu une phase de colonisation pendant le 18e et 19e siècle. Ce qui va justement aboutir sur la création de la Nouvelle Russie. J'en parle parce que c'est un élément de langage qui est beaucoup réutilisé en ce moment, dont je pense que tout le monde a sans doute entendu parler, qui est beaucoup utilisé par le pouvoir russe et par les séparatistes pro-russes. Mais cette Nouvelle Russie, donc, on voit qu'elle correspond un peu à tout le sud de l'Ukraine, en incluant la Crimée, puisque c'est des territoires qui étaient très peu occupés par les Slaves, surtout ils étaient occupés par les Tatars, et ils vont être conquis par l'Empire russe, et il va y avoir une opération de colonisation, on va déplacer les populations slaves sur ces territoires pour qu'elles s'y implantent. Ça va être un petit peu un moment de renaissance aussi culturelle, on va redécouvrir l'héritage des colonies grecques qui s'étaient installées pendant l'Antiquité sur le littoral ukrainien, notamment en Crimée, en Tauride, etc. Donc on va avoir vraiment une colonisation de ces territoires. On va construire un peu ex nihilo des villes de peuples slaves. L'Empire russe va déplacer les populations vers ces territoires. Et donc cette appellation Nouvelle Russie va former un territoire administratif séparé donc du reste de l'Ukraine. C'est-à-dire que, comme on l'a vu sur la carte d'au-dessus, la Petite Russie, c'est un territoire administratif de l'Empire avec un gouverneur. Et la Nouvelle Russie, c'est ce qui correspond au sud de l'Ukraine, c'est un autre territoire. Donc ils sont divisés administrativement, c'est pas les mêmes. Même si les déplacements de population, logiquement, les populations du nord de l'Ukraine vont aller plutôt vers le sud. Le climat est quand même plus attractif.
Surtout les populations plus au nord vont trouver intéressant de s'y installer. Donc à ce moment-là, on a une division administrative donc des territoires ukrainiens. On ne considère pas que ce sud fait partie de l'Ukraine telle quelle. D'ailleurs, le terme Ukraine n'est pas tellement utilisé. On parle beaucoup plus de Petite Russie ou de Nouvelle Russie. Donc c'est intéressant de remarquer qu'aujourd'hui c'est utilisé par l'État russe pour revendiquer ces territoires. Or si on remarque l'opération militaire russe, elle se concentre surtout dans le sud, dans toute cette région. Donc est-ce que effectivement il y aura une volonté de faire de créer un autre État, une nouvelle Russie, de ressusciter cette nouvelle Russie sous la forme d'un État ou d'un oblast qui soit intégré à la Russie, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est clair que le pouvoir russe va se baser beaucoup sur cet aspect de l'histoire, ou cette partie de l'histoire en tout cas de la colonisation donc de l'Ukraine par les Slaves pour ses revendications d'aujourd'hui. Donc ça, c'est plus tard à ces territoires, on va intégrer, comme on le voit, la Bessarabie, donc ce qui inclut aujourd'hui la Moldavie et des territoires qui sont adjoints à l'Ukraine, qui vont être pris au royaume de Roumanie. Enfin, au départ, c'était les Ottomans, puis après les Roumains. Donc l'Empire russe va continuer ses politiques de colonisation, de russisation de tout ce sud des territoires ukrainiens. Et ça va prendre un tournant, on va dire, qui va s'inscrire dans la logique du nationalisme à partir du 19e siècle, beaucoup plus marqué. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que voilà, à partir du 19e siècle, donc la diffusion des idées nationalistes, de l'idée de nation, donc l'Empire russe va l'utiliser pour justifier la construction de la nation russe, ce qu'on appelle le nationalisme grand russe, d'une certaine manière va minimiser, euphémiser, voire tout simplement effacer les différences qui peuvent exister entre les différentes populations russes dans tout le pays. On va essayer de vraiment standardiser tout ça. Essayer de fixer une langue russe moderne qui va être la même pour tous, qui va être la langue officielle de l'administration. Ce qui est un processus pas forcément évident, parce qu'il y a des déclinaisons de russe très différentes entre le nord et le sud, et notamment en Ukraine avec l'ukrainien. Donc c'est justement où il y a tout ce débat en linguistique pour dire est-ce que l'ukrainien est simplement a une origine commune avec le russe et donc un dérivé, une sorte de patois de russe. Moi personnellement, j'ai connu des Ukrainiens qui m'avaient dit que qu'ils le voyaient comme ça, sans pour autant être pro Poutine ni rien. J'étais même plutôt contre. Mais aujourd'hui encore, on va dire que c'est une revendication qui est disputée entre d'un côté le nationalisme ukrainien qui veut vraiment se construire par le rejet de tout ce qui est russe et ceux qui ne voient pas de division aussi flagrante, en tout cas, entre les deux. C'est important. Donc, à ce moment-là, avec la montée des nationalismes, la Russie, sur tout ce qui est la frange occidentale de la Russie, on va avoir des nationalismes locaux qui vont se former, donc dans les pays baltes, en Biélorussie et en Ukraine. Dans la partie occidentale de l'Ukraine, la fameuse partie qui avait été colonisée par la Pologne et qui était donc de culture polonaise. Et d'ailleurs, c'est ce qui va pousser l'État russe à penser que on va catégoriser ce nationalisme ukrainien comme quelque chose de pro-polonais, comme un phénomène pro-polonais qui justifierait la séparation de l'Ukraine et son rattachement à la Pologne. Donc, ce nationalisme ukrainien va être réprimé. On va interdire l'ukrainien dans les publications officielles, donc seconde moitié du 19e siècle. Bon, là, on rentre un petit peu dans ce qu'on connaît aussi après de la révolution russe, donc cette répression de tous les nationalismes par l'Empire russe, qui, loin de les affaiblir, va les renforcer considérablement. Et plus tard, ça va amener donc à l'implosion de l'Empire, donc en tout cas en tant que l'un des éléments fondamentaux de l'implosion de l'Empire, à part la question sociale aussi
capital travail, on a aussi cette question donc nationale, comme ça a été analysé par Lénine et par les bolcheviks. Vous voyez, ils avaient quand même bien compris l'importance entre ces deux formes de contradiction qui pouvaient prendre le rôle de principal à tout moment. Donc, dans l'implosion de l'Empire russe, on voit que la question nationale va prendre un aspect quand même primordial. D'où la nécessité pour les soviétiques, les bolcheviks, donc d'avoir une politique pour répondre à cette problématique, à cette contradiction. Donc là, ça nous amène un petit peu sur la partie de la formation proprement dit de l'Ukraine soviétique. Donc on voit comme on le sait, bon ça c'est des éléments de l'histoire qu'on connaît peut-être un peu plus facilement, comme partie de la culture communiste à propos de la révolution soviétique. La révolution russe et la révolution soviétique. On voit qu'il y a une implosion de l'empire russe entre les différentes nationalités. Donc je vais pas parler de tout ce qui se passe dans l'URSS parce que effectivement c'est quand même très complexe. Pour s'en tenir qu'à ce qui se passe en Ukraine, on va avoir une division de l'Ukraine en plusieurs républiques. Donc on est en 1917, donc en pleine révolution russe. Les bolcheviks vont prendre d'assaut le palais d'hiver à Petrograd. Mais donc la fin définitive de l'Empire tsariste et de la République aussi de Kerensky, la République libérale, ça va aussi sonner un petit peu, ça va être un petit peu l'élément perturbateur qui va... il n'y a pratiquement plus de pouvoir central, donc l'Empire va imploser et différentes forces vont prendre le contrôle du territoire. Dans le cas de l'Ukraine, on va avoir une division donc d'un côté entre des républiques nationalistes, en tout cas qui revendiquent une nation ukrainienne indépendante, et des républiques soviétiques ukrainiennes qui vont agir de manière autonome, mais qui vont se revendiquer ou qui vont chercher à se rattacher à la Russie soviétique. Donc là, on retrouve de nouveau cette division donc entre l'ouest et l'est de l'Ukraine. Là, j'ai une petite carte qui est un petit peu approximative. Il n'y a pas la Crimée, mais la Crimée va aussi se former en tant que république soviétique autonome de Crimée. Donc on voit que les nationalistes vont occuper pratiquement une bonne partie du centre et de l'ouest de l'Ukraine, dont Kiev, et les soviétiques, les bolcheviks ukrainiens vont prendre le contrôle de l'est de l'Ukraine, donc toute la région de Kharkov, le Donbass, Odessa et la Crimée. Donc à ce moment-là, ces forces-là vont s'affronter. Bien sûr, la Russie soviétique va soutenir et s'appuyer sur les républiques soviétiques ukrainiennes qu'elle va essayer d'unifier en une seule république soviétique ukrainienne, puisqu'ils sont assez divisés quand même. Il faut s'imaginer qu'à l'époque, c'est quand même un petit peu le chaos. On a aussi des troupes anarchistes qui sont pas représentées sur la carte, mais qui cherchent à former des États anarchistes indépendants. Donc c'est plus un chaos qu'autre chose, mais les forces nationalistes et soviétiques vont s'affronter donc sur le territoire ukrainien. Et donc culturellement, les zones de l'est de l'Ukraine qui sont plus proches de la Russie vont être aussi plus majoritairement pour le projet soviétique de la révolution soviétique, là où l'ouest de l'Ukraine et un petit peu le centre va pencher en faveur des nationalistes. Après, il y a différents zigzagments un petit peu dans l'évolution de ces républiques, qui a à voir aussi un petit peu avec la guerre civile en général dans l'Empire russe, la guerre révolutionnaire. Donc on a quand même, je pourrais dire qu'on a deux moments fondamentaux qui sont d'un côté le traité de Brest-Litovsk en 1918, qui à ce moment-là est tout de même une défaite soviétique, puisqu'ils sont obligés de concéder un certain nombre de territoires. Et parmi ces territoires qui sont concédés, les soviétiques lâchent l'Ukraine, c'est-à-dire que les territoires des républiques soviétiques ukrainiennes vont passer sous contrôle des nationalistes. On va leur concéder le contrôle pratiquement de l'intégralité de l'Ukraine. Dans ce traité de Brest-Litovsk,
Les soviétiques vont se concentrer surtout sur les affrontements contre l'armée blanche dans les différents territoires de la Russie. Et il va falloir attendre 1921 et le traité de Riga, qui constitue un petit peu l'autre moment qui est fondamental en tout cas pour l'évolution de l'Ukraine. Cette fois-ci, c'est une victoire un petit peu soviétique dans le sens où on obtient la paix avec la Pologne. L'Allemagne a été défaite entre-temps, 1918, donc ça ne constitue plus une menace. La Seconde République polonaise en tant que telle est une menace, mais ce traité de Riga va permettre de mettre fin aux hostilités. Donc ça permet aux soviétiques donc d'avoir les mains libres en Ukraine, puisque il y a un arrangement qui est fait entre la République populaire d'Ukraine, les nationalistes, la Russie soviétique et la Pologne, où en gros le territoire de Galicie-Volhynie, donc en tout cas qui est historiquement influencé par la Pologne et la Lituanie, va passer entre les mains de la Pologne et aux grandes dames des nationalistes de l'Ouest, parce qu'il y avait deux républiques nationalistes et ceux de l'Ouest vont se sentir trahis par leurs confrères nationalistes, puisque ils vont accepter de céder cette partie du territoire aux Polonais en contrepartie d'aide militaire. Mais dans les négociations, les Soviétiques obtiennent que la Pologne cesse d'envoyer toute aide aux nationalistes ukrainiens. Donc ça veut dire que à ce moment-là, l'armée rouge a les mains libres en Ukraine pour affronter les nationalistes et ils vont donc reprendre le pays très rapidement, puisqu'on est en 1921 et en 1922, la quasi-totalité de l'Ukraine est reprise entre les mains de l'armée rouge soviétique. Les nationalistes sont défaits. La plupart vont fuir en Europe et plus tard dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis et particulièrement au Canada aussi. Et là, ils vont continuer d'entretenir des réseaux qui vont défendre le nationalisme ukrainien, qui, bien sûr, dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide, va, comme on le sait, s'aligner sur les puissances hostiles à l'Union soviétique. D'abord l'Axe et puis ensuite le bloc occidental dirigé par les États-Unis. Et bon, à ce moment-là, en 1922, c'est une victoire pour les Soviétiques, donc ils vont récupérer l'Ukraine et fonder la République socialiste soviétique d'Ukraine, qui est revendiquée par les communistes ukrainiens dans l'actualité. Donc ce territoire, ça correspond, j'ai illustré ça avec une carte, ça correspond donc aux parties en vert, donc on voit c'est la majeure partie de l'Ukraine qui est récupérée par les soviétiques. Et à ce moment-là, effectivement, il y a un débat sur quelles doivent être les frontières de l'Ukraine, donc parce qu'à un moment donné, les nationalistes avaient réussi à occuper de larges portions de territoire qu'on avait reprises. Donc je rentre pas dans tous les détails, sinon on pourrait s'étaler toute la soirée, mais on veut concéder quand même une certaine pérennité à la République d'Ukraine, donc on va considérer que tous les territoires de l'Est, qui étaient donc et du Sud, qui était donc la fameuse Nouvelle Russie et le Donbass, doivent être intégrés dans la République ukrainienne, puisque ça lui permettra d'avoir une base industrielle. Jusqu'à un certain moment, il y avait même d'autres territoires russes qui avaient été concédés à l'Ukraine, mais qui vont ensuite être rendus à la Russie en 1924, comme on peut le voir sur la carte, avec la petite partie en vert numérotée 1 à droite. Pour ceux qui ne voient pas, c'est toute il me semble, la région, peur de dire des bêtises, mais de Rostov et tout ça, mais donc momentanément, on va prêter ces territoires à l'Ukraine pour la reconstruction, puisqu'évidemment, la séquence de la guerre civile en Ukraine a été particulièrement violente et elle a duré plus longtemps que sur d'autres territoires. Donc, il va falloir reconstruire. Et on peut dire que à ce moment-là, la nouvelle Union soviétique va pas ménager les moyens pour essayer de relancer l'économie ukrainienne, tout au long des années 20, notamment la base industrielle. Or, c'est important puisque plus tard, on verra que l'Ukraine actuelle est d'une certaine manière
tire la locomotrice, en tout cas industrielle, économique de l'Ukraine, c'est les régions de l'Est, c'est là où il y a cette concentration d'industrie, dont on comprend pourquoi le régime de Kiev et le bloc otanien ne veulent pas céder ces territoires, parce qu'ils savent que derrière ça, il y a quand même la viabilité du pays même qui est en jeu, en tout cas de l'État ukrainien qui est en jeu, en tant que tel. Mais bon, à ce moment-là, en tout cas, on fait toutes ces concessions à la République ukrainienne, concessions territoriales, concessions économiques, mais aussi concessions culturelles. Ça, on le dit pas souvent, mais c'est à ce moment-là que l'ukrainien sera légalisé comme langue d'État de la République ukrainienne, au même titre que le russe. Et il y aura une célébration tout de même de la culture ukrainienne, de l'ukrainien en tant que langue, qui va donc être largement sponsorisée par les élites dirigeantes de la République soviétique ukrainienne, et qui va être tolérée par l'Union soviétique, jusqu'au point où on le sait, quand même, les Ukrainiens ont exercé quand même une grande influence sur l'Union, notamment avec la présidence de Khrouchtchev, qui d'ailleurs en retour va justement, c'est celui qui va transférer la Crimée à l'Ukraine. Alors je reviendrai dessus très rapidement dans quelques minutes. Donc voilà, on a une base, on va dire, de ce qu'est l'Ukraine aujourd'hui, à partir de l'Union soviétique de 1922, en tout cas du début des années 20, qui va se former, et auquel petit à petit on va rattacher des territoires avec les différentes expansions soviétiques à l'ouest et les victoires soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce qui oblige un petit peu à mentionner la fameuse histoire du pacte germano-soviétique. Bon, on connaît la polémique qu'il y a autour de ça. Moi, je reprends pas forcément, mais on peut dire qu'en tout cas, l'URSS de son côté, en sachant pertinemment l'importance de ce pacte pour les Allemands qui se sont lancés dans l'attaque contre la France et le Royaume-Uni, vont profiter un petit peu de cette faiblesse pour mener un bras de fer avec l'Allemagne. Donc ça va pas du tout être, on va dire, un moment pacifique entre l'État soviétique et allemand, puisqu'il va y avoir un bras de fer qui va viser à récupérer les territoires russes perdus pendant le traité de Brest-Litovsk, notamment ce qui est aujourd'hui l'ouest de la Biélorussie, mais qui avait été donné à la Pologne. C'était des territoires russophones où la Pologne va commettre un certain nombre d'exactions par une opération de colonisation. Donc là, à ce niveau-là, les Soviétiques vont exiger aux Allemands de leur rendre ce territoire. Ils vont récupérer les États baltes, comme on le sait. Et dans le cas de l'Ukraine, il va y avoir plusieurs territoires qui vont être récupérés, ou en tout cas annexés à la République ukrainienne. Notamment la fameuse Galicie-Volhynie, qui va être récupérée de la Pologne. Donc, comme on voit les territoires en jaune là sur la carte, qui est donc un petit peu l'extrême ouest de l'Ukraine. Donc, on récupère ces territoires. Ensuite, on va rajouter aussi la Bessarabie roumaine. Alors, une partie va être formée en tant que république séparée, la République socialiste soviétique de Moldavie. Mais d'autres territoires vont être donnés à la République ukrainienne, notamment, eh bien, on voit tout le sud de la Bessarabie et un petit peu le nord. Donc, on voit, c'est des ajustements, mais alors, en ce moment-là, à ce niveau-là, on peut peut-être qu'on voit pas bien l'intérêt de ça, mais il faut dire qu'il y a le fleuve quand même. Il y a quand même le Danube à ce niveau-là, et c'est une frontière naturelle que les Soviétiques veulent occuper parce qu'ils savent que ça va être un point de résistance beaucoup plus fort lors de l'invasion à venir de l'Allemagne, puisqu'ils savaient parfaitement que l'Allemagne allait les envahir tôt ou tard. Donc l'idée par ce grignotage un petit peu de territoire qu'on va exiger aux Allemands en vertu du pacte germano-soviétique, ça va être aussi de constituer un petit peu un front beaucoup plus homogène, plus facile à défendre et surtout moins étendu en kilométrage.
notamment dans le nord, avec les pays baltes, on va raccourcir très largement le front et on va éloigner la frontière de Leningrad pour rendre la résistance plus facile face à l'attaque des Allemands. Mais en tout cas, c'est la raison pour laquelle ces territoires vont passer à faire partie de l'Ukraine. La raison principale, en tout cas. Plus tard, il y aura quelques ajustements dans le cadre du pacte de Varsovie et de la guerre froide. On voit qu'en 1945, la Ruthénie tchécoslovaque va être donnée à l'Ukraine. On peut penser qu'il s'agissait aussi de ménager les revendications nationalistes ukrainiennes qui ne vont pas disparaître. Le nationalisme ukrainien ne va pas disparaître pour autant. Et ils avaient des revendications sur ce territoire-là. Après, bon, ça c'est plus des détails, mais la Roumanie qui va céder des îles à l'Ukraine. D'ailleurs, une de ces îles où s'est déroulé l'un des fameux épisodes du conflit en ce moment, il y a quelques semaines. C'était encore une opération de propagande évidemment, mais on disait que un navire de guerre russe aurait massacré les gardes-côtes, mais bon, finalement, ils étaient tous en vie. Ça se passe là-bas, effectivement. Bon, ces territoires vont être intégrés petit à petit à l'Ukraine, et finalement, là, le dernier rajout de territoire à l'Ukraine, comme on le sait, c'est la Crimée. En 1954, donc dans le cadre du 300e anniversaire du traité de Péreyaslav, si vous vous rappelez, on l'a mentionné un peu plus tôt, ce traité donc qui établissait donc la présence russe sur les territoires ukrainiens et qui était censé célébrer l'amitié donc entre les populations d'Ukraine et la Russie, et la réunification progressive de tous les Russes. Donc c'est dans le cadre de ce 300e anniversaire en 1954 que Khrouchtchev va donner la Crimée à l'Ukraine. Khrouchtchev étant lui-même originaire d'Ukraine, on peut dire qu'il s'agit aussi de contenter un petit peu ses cercles de soutien en Ukraine, puisque c'est quand même sa base de soutien principale, comme la Géorgie a pu l'être pour Staline. On voit bien qu'il s'appuie sur ça en tout cas. En tout cas, ça explique pourquoi la Crimée fait partie de l'Ukraine. Alors évidemment, ce qui est communément admis, c'est que c'était pas vraiment important parce que comme ça faisait partie de l'Union soviétique, on s'en fichait. Mais bon, je pense que peut-être que les populations de Crimée auraient aimé être consultées à ce moment-là si elles le voulaient. Bon, j'ai pas cherché dans les détails s'il y a eu à ce moment-là des protestations ou une opposition, mais comme pour le reste des territoires faisant partie de la Nouvelle-Russie, on peut dire que les habitants locaux, eux, se considéraient comme russes, et c'est toujours une réalité aujourd'hui. Donc, ce qui provoque un problème d'identité, en tout cas entre le nationalisme ukrainien et la culture russe, en tout cas le nationalisme russe. Mais en tout cas, c'est la raison pour laquelle l'Ukraine, en tout cas actuelle, a ces frontières-là. Donc c'est, on peut dire, à ce niveau-là, Poutine n'a pas eu tort quand il disait que l'Ukraine actuelle, c'est finalement, elle a été façonnée par l'Union soviétique progressivement. On voit pas, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et on a eu des modifications de territoire assez importantes. Est-ce que c'était judicieux de rajouter la Galicie-Volhynie dans l'Ukraine, en sachant que c'était la base la plus forcenée du nationalisme ukrainien? Bon, ça, c'est discutable, mais c'est en tout cas une décision historique qui a été prise à l'époque par les soviétiques, mais qui en tout cas aujourd'hui a donné plus de force au nationalisme ukrainien dans l'État ukrainien. Donc voilà, après j'ai pas développé beaucoup plus sur toutes les politiques soviétiques avec l'Ukraine, parce que je voulais pas non plus dépasser le temps. Je voulais faire un petit saut avec la situation plus récente de l'Ukraine post-soviétique. Donc comme on le sait, avec la Biélorussie, c'est les 3 États qui sont les signataires donc du démembrement de l'URSS en 91. Donc évidemment, cette indépendance ukrainienne va renforcer considérablement les nationalistes.
même s'il va y avoir très rapidement une division, ou en tout cas entre on va dire les partis plutôt plus affins, ou en tout cas plus pro-russes, et les partis pro-nationalisme ukrainien, hein, donc ce qui va donner lieu à des convulsions politiques et sociales. Donc comme on le sait, à ce moment-là, depuis l'Occident, il va y avoir un soutien déjà aux révolutions de couleur. Hein, donc la première révolution de couleur orange en Ukraine, c'est en 2004, avec la fameuse Timoshenko. Donc déjà à ce moment-là, le nationalisme ukrainien va petit à petit exercer une hégémonie sur la République ukrainienne post-soviétique. Une hégémonie qui va être remise en cause par le vote des habitants de l'Est et du Sud de l'Ukraine, hein, qui sont majoritairement russophones et d'un point de vue purement d'identité, qui se considèrent généralement russes, hein, qui vont voter pour les partis pro-russes. Donc on sait qu'il va y avoir un petit peu cet effet yo-yo, ce balancement entre d'un côté les pro-nationalistes ukrainiens qui vont être aussi pro-occidentaux, hein, puisque y a une alliance et une collaboration, en tout cas stratégique, entre le nationalisme ukrainien et l'Occident depuis un certain temps. Donc à l'époque de la révolution soviétique, l'Allemagne et les puissances occidentales vont soutenir les nationalistes ukrainiens contre les soviétiques. Plus tard, on le sait, le Troisième Reich allemand va soutenir, en tout cas va s'appuyer sur ces nationalistes ukrainiens, hein, notamment sur le fameux Stepan Bandera dont on parle beaucoup. Même si d'un autre côté, hein, l'Allemagne n'avait aucune intention, le Troisième Reich n'avait aucune intention de vraiment donner l'indépendance à ces pays-là. Hein. En tout cas, dans le cas de l'Ukraine, c'était trop important pour eux en termes de ressources économiques, agricoles, etc., pour laisser ça sous forme d'État indépendant. Hein. On met en place un commissaire du Reich, un Reich commissariat, et les nationalistes ukrainiens sont plus utilisés pour faire le sale boulot de la répression de la terreur. Mais donc à ce moment-là, on ne concède pas d'importance vraiment à l'indépendance de l'Ukraine, mais c'est évidemment ça qui va faire que le nationalisme ukrainien va quand même avoir les mains tachées de sang de la collaboration avec le nazisme. Mais on va dire que son alliance avec l'Allemagne remonte à avant, et on voit qu'elle est toujours d'actualité, hein, puisque aujourd'hui, entre les États-Unis et les Allemands et la Pologne, on voit que ce sont les principaux États qui soutiennent, dans les faits, hein, financièrement, en finançant des carrières d'hommes politiques, hein, en soutenant à tous les niveaux ces partis nationalistes ukrainiens de l'ouest de l'Ukraine. Hein, ce sont ces États-là, l'Allemagne, la Pologne, les États-Unis, bien sûr, parce que bon, ils sont derrière tous les mouvements qui peuvent affaiblir la Russie. Mais il y a cette alliance-là, donc logiquement, les nationalistes vont être pro-occidentaux, là où les autres populations, par tradition un peu politique et culturelle, vont avoir tendance à se considérer comme faisant partie de la Russie, hein, et considérer qu'elles doivent maintenir en tout cas un état de rapprochement ou d'alliance avec la Russie, et donc rejeter ou être hostile à tout rapprochement avec l'Ouest. Ce qui explique cette divergence profonde, hein, entre les deux parties de l'Ukraine, entre l'Ouest et le centre, et l'Est et le Sud. C'est aussi très problématique parce que le projet politique du nationalisme ou de l'ultranationalisme ukrainien d'aujourd'hui, hein, on peut dire qu'il y a une incompatibilité avec l'hétérogénéité de l'État ukrainien avec les frontières actuelles, puisque c'est un État qui est plurinational, hein, d'une certaine manière, puisqu'il y a on peut reconnaître au moins deux grandes nations. Hein. Il y a la nation ukrainienne qui est une nationalité, mais il y a aussi cette nationalité russe. Et on a aussi des nationalités minoritaires, hein, comme les Tatars, par exemple, en Crimée, et d'autres populations. Hein. On a une grande diversité de nationalités en Ukraine. Donc c'est pas du tout un État-nation homogène, unitaire, hein, à proprement parler, comme chez nous. C'est là où je voulais en venir. Donc là, si on regarde par exemple une carte de la langue parlée
à la maison, ça c'était en 2009. Bon, ça date un petit peu, mais on peut penser que c'est toujours plus ou moins d'actualité. On voit, ça date de 2009, hein, j'imagine, c'est de l'université de philologie de Kiev, hein, qui étudiait la langue parlée à la maison. J'imagine aujourd'hui que, vu les traits politiques du nouveau régime ukrainien, s'il devait faire une autre étude comme ça, il mettrait qu'on parle 100% ukrainien partout, mais parce que c'est dans les canons, en tout cas, du nouveau régime depuis 2014. Mais à cette époque-là, hein, ils avaient quand même reconnu que la situation linguistico-culturelle de l'Ukraine est très diverse. Donc on peut voir, hein, comme je disais, tout cet est et sud de l'Ukraine qui est majoritairement parle russe, là où l'ouest parle majoritairement ukrainien, et on a même un mélange entre le russe et l'ukrainien, hein, qu'ils appellent ça le sursik, dans tout le centre du pays. Donc on a aussi également un grand nombre d'autres nationalités, hein, les Ruthènes, les Moldaves, des Bulgares, les Tatars, bien sûr, et même des Polonais et des Hongrois. Donc, si on s'en tient un petit peu à comment représenter ou considérer un État-nation aujourd'hui, on voit que l'Ukraine n'a pas forcément les critères d'un État-nation unitaire. En tout cas, on pourrait parler d'un État plurinational. Tout du moins reconnaître au moins deux grandes nationalités, qui est d'un côté nationalité ukrainienne, nationalité russe. Or, le projet nationaliste, ultranationaliste ukrainien, parce qu'il se construit par le rejet de la culture russe, donc une russophobie qui est totalement assumée. Hein. Je regardais encore dans l'actualité, hein, il y a une nouvelle loi qui est sortie où toutes les personnes susceptibles d'être considérées comme russes, pro-russes ou assimilées, hein, peuvent être dépossédées de tous leurs biens. Ça fait penser à certaines politiques de l'Allemagne dans les années 30 quand même, en ce qui concerne certaines communautés. Hein. Enfin bref, on voit bien que c'est un projet qui est quand même très incompatible avec cette hétérogénéité du pays, en tout cas de l'État ukrainien en tant qu'État. C'est très problématique d'un côté avoir un nationalisme qui s'assume totalement russophobe, et d'un côté la moitié du pays qui parle le russe. Et je vais essayer de conclure un petit peu là-dessus. Lorsque on a eu le putsch de l'Euromaïdan, hein, que les nationalistes ont pris le pouvoir à Kiev, on sait qu'une des premières mesures, ça a été d'interdire le russe, en tout cas de le supprimer en tant que langue d'administration. Et presque automatiquement, on a eu des manifestations russophones, russophiles en Ukraine. Et si on voit un petit peu, on a eu des municipalités qui ont hissé le drapeau russe. Alors, vous voyez, au niveau de la carte, hein, ça représente plus ou moins toute cette partie où le russe est très largement majoritaire en tant que langue courante, en tout cas langue pratiquée, que ça soit à la maison, chez soi, en tout cas hors des espaces administratifs, hein, puisqu'officiellement dans les espaces administratifs, il n'y a plus que l'ukrainien maintenant. On voit que largement, voilà, il y a des manifestations de pro-russophonie à ce niveau, dans toute cette partie de l'Ukraine. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, bon, je ne sais pas si ça annonce quelque chose au niveau de l'opération militaire de la Russie, mais on peut voir que les opérations militaires russes se concentrent surtout dans cette région. Alors, on a une carte très récente de l'opération militaire russe, hein, on voit que ça se concentre surtout donc dans ces régions qui seraient a priori à majorité très large russophone et aussi russophile, hein, et qui donc seraient moins disposés à collaborer avec l'État de Kiev, hein, le régime de Kiev, qui serait moins disposé à le soutenir ou à collaborer avec son armée, et qui aussi sont des populations qui ont quand même souffert des exactions commises par les ultranationalistes et notamment les groupes nazis. Hein. Bon, ça, je pense que Emmerich pourra le développer beaucoup plus, mais comme je le disais, comme du point de vue des nationalistes ukrainiens, ils considèrent que ces Ukrainiens de l'Est ne sont pas des Ukrainiens mais des Russes, et donc ce sont des ennemis qu'il faut éliminer. Donc dès lors, on comprend pourquoi il y a toutes ces exactions et toutes ces violences commises dans l'Est de l'Ukraine, hein, comme s'il s'agissait d'un pays étranger pour les nationalistes ukrainiens, et effectivement, ils le voient comme tel. Le seul problème, c'est que ils veulent se débarrasser de ces populations russes
mais en même temps, ils veulent le contrôle du territoire avec tout ce qui va avec, notamment les industries, la base économique, les ports. Or, le problème, c'est que c'est la base vitale de l'économie ukrainienne, mais il y a une incompatibilité. Bon, est-ce que ça va déboucher sur une partition de l'Ukraine avec tout cet est et ce sud ukrainien qui vont former un État tampon, un État client de la Russie, ou est-ce qu'ils vont directement s'intégrer dans la Russie via des référendums? Ça, c'est une interrogation, hein, c'est trop tôt pour pouvoir le dire. Ou est-ce que l'Ukraine va maintenir l'intégrité de ses frontières, sauf Crimée, hein. Bon, j'ai tendance à être un peu pessimiste sur cette dernière possibilité parce que bon, la solution pour que l'Ukraine se maintienne en tant qu'État intègre, en tout cas une intégrité de ses frontières actuelles, c'était prévu dans les accords de Minsk. Les accords de Minsk devaient être un chemin pour déboucher sur la fin du conflit et la paix et permettre la coexistence entre ces deux nations dans l'Ukraine. Mais malheureusement, le régime de Kiev, avec le soutien des Occidentaux et de l'État français et allemand, qui pourtant était garant des accords de Minsk, a continué sa politique d'élimination, de russophobie en tout cas, ses exactions, et donc n'a pas cherché à mettre en place cet accord. Or, maintenant, les conséquences elles peuvent être telles que le pays sera divisé. En tout cas, que l'Ukraine actuelle se retrouve divisée entre deux États, la partie russophone allant bien sûr du côté des Russes, et la partie occidentale comme un État auquel on imposera la neutralité pour qu'il n'y ait pas l'OTAN, puisque ça reste l'objectif de la Russie, mais qu'on laissera un petit peu voguer, peut-être même qu'ils le laisseront adhérer à l'Union européenne, puisque c'est une des demandes principales du régime de Kiev. Voilà, ça reste donc des éléments spéculatifs pour le moment. Il faut observer ce qui se passe pour savoir finalement quel sera le résultat. Pour moi, en tout cas, je terminerai là-dessus. J'espère ne pas avoir été trop ennuyeux ou trop long. Les militants du PRCF se forment, car comme disait Lénine, sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire.